Bienvenue à la leçon numéro 23 du cours Architecture des ordinateurs, dans laquelle nous allons voir le contrôle microprogrammé. Dans cette leçon, nous allons voir des notions sur le contrôle microprogrammé et on verra un exemple, sur quelques exemples, le séquenceur microprogrammé pour les opérations qu'on avait vues dans la leçon précédente, la leçon numéro 22, addition, soustraction, multiplication et division. Après, on verra bien sûr quelques remarques sur les microprogrammes et leurs avantages et leurs inconvénients pour leur implémentation sur les machines actuelles. Donc, notion de contrôle microprogrammé. Donc, dans la leçon 22, on avait vu la notion de contrôle câblé. Donc, comment on peut établir une FSM et comment on pourrait créer un séquenceur pour faire les opérations addition, soustraction, multiplication et division. Donc, dans cette partie, nous verrons des notions sur les microprogrammes, c'est-à-dire comment on peut se passer de câbler avec des composants électroniques, des circuits logiques, et avoir à base de ça un séquenceur qui nous permettra de séquencer les opérations, un séquenceur microprogrammé dans lequel on utilisera du code, du binaire, pour pouvoir le mettre dans une mémoire et exécuter nos instructions. Donc le contrôle microprogrammé est bien sûr, en principe, logé dans une ROM, telle que, bien sûr, les cases de cette ROM. Je rappelle qu'une ROM, c'est une mémoire morte, Read Only Memory, qui contiennent, bien sûr, l'ensemble des cases de cette ROM contiennent la liste des sorties ou micro-ordres. Et, bien sûr, ces sorties de cette ROM seront récupérées sur le bus, le chemin de données, pour activer l'ensemble des unités fonctionnelles qui vont participer à l'exécution de cette instruction. Donc il y a bien sûr un mécanisme qui permet le calcul de l'adresse du prochain micro-ordre en fonction des entrées et du micro-ordre courant. Donc la difficulté ici est comment passer d'un état à un autre. Un état, ça correspond à la génération d'un ensemble de micro-ordres et qui correspond à un top d'horloge, à une étape dans l'ensemble des étapes d'exécution d'une instruction. Comment on va procéder au passage d'un état à un autre, sachant qu'on pourrait avoir bien sûr des instructions pour lesquelles les micro-ordres s'exécutent séquentiellement. Pour d'autres, on a des conditions, on a des entrées supplémentaires qui pourraient participer pour dérouter ou brancher vers une autre partie du programme pour pouvoir exécuter l'instruction, c'est-à-dire dérouter l'exécution du microprogramme, de la micro-instruction courante vers une autre partie du microprogramme pour traiter une autre partie du microprogramme. Donc le séquenceur microprogrammé est bien sûr un séquenceur, on verra bien, qui, comme son nom l'indique, est un programme. Donc un programme, il va falloir l'écrire et il va falloir le loger dans une mémoire. Cette mémoire ne doit pas être altérée, c'est la raison pour laquelle on utilise une ROM. Et en général, cette ROM est interne au processeur. Et c'est lors de la conception du processeur qu'on conçoit ce programme et lors de la fabrication du processeur, on met le programme à l'intérieur de la piste du processeur pour que personne ne puisse entrer l'altérer. Donc cette notion a été introduite par Wilkes et disons, ce Wilkes a donné une définition à ce séquenceur microprogrammé. On peut bien sûr obtenir le même résultat qu'un séquenceur câblé avec une suite de micro-instructions qui sont stockées dans une mémoire
de microprogrammation. Disons le même résultat qu'on obtient à partir d'un séquenceur câblé et qu'on avait vu dans la leçon précédente, la leçon numéro 22, qui nous a permis, à l'aide d'une FSM, d'établir les circuits d'entrée, de changement d'état, et les circuits de sortie qui nous permettent de générer les signaux, les micro-ordres. À partir du même principe, on pourrait, Wilkes a démontré que l'on pourrait justement établir un séquenceur microprogrammé qui pourra faire la même fonction, en utilisant bien sûr un microprogramme. Donc selon le modèle de Wilkes, on a un code d'opération qui est envoyé bien sûr récupéré plutôt à partir de la mémoire centrale. Donc ce code d'opération correspond à l'instruction à exécuter et ce code d'opération va nous permettre de démarrer le programme, ou plutôt le microprogramme correspondant à l'instruction dont le code d'opération se trouve dans le registre instruction, et d'exécuter l'ensemble des étapes d'exécution de cette instruction, de la première instruction jusqu'à la dernière instruction. Bon, bien sûr, les concepteurs de machines ont pensé à énormément de solutions qui démarrent par la réception du code d'opération qui est dans le registre instruction et de piloter, moyennant, bien sûr, un générateur d'adresses, de départ et de branchement, l'envoi du microprogramme à partir de la mémoire de microprogramme vers le bus interne, disons le chemin de données, pour envoyer les signaux ici vers les différentes unités fonctionnelles. Donc on reçoit les mots de contrôle les uns après les autres, à partir de la mémoire de microprogrammation. Et on renvoie directement ici, donc sans passer bien sûr par cette partie. Donc il y a d'autres concepteurs qui ont utilisé des compteurs de microprogrammes pour encore améliorer les performances de ce séquenceur microprogrammé. Mais le plus important, c'est d'intégrer ce mécanisme de adresse micro-instruction suivante. Parce que le microprogramme, il est dans la mémoire du microprogramme. Seulement, ce microprogramme qui est dans la mémoire, disons, du microprogramme, il va falloir envoyer les mots de contrôle les uns après les autres. Et quand il y a des conditions, quand il y a des branchements, comment on fait pour dérouter l'exécution vers une autre partie du microprogramme? Donc il y a des concepteurs qui ont utilisé une partie de l'adresse dans l'instruction, dans le mot de contrôle lui-même, c'est-à-dire le mot de contrôle contient une partie qui nous donne des informations sur la micro-instruction exécutée après celle qui est en cours d'exécution. Il y en a d'autres qui ont rajouté un compteur de microprogramme pour justement orchestrer l'exécution du microprogramme. Donc on voit aussi, on a ici notre séquenceur microprogrammé qui a comme entrée le registre instruction, l'horloge du microprogramme dans le cas où on a un microcompteur, et on a ici comme entrée aussi les codes conditions qui peuvent être récupérés du registre d'état et aussi les drapeaux d'état qui sont la deuxième partie du registre d'état. Donc on a vu dans le séquenceur câblé que les drapeaux d'état proviennent de l'extérieur, comme le DETAC, comme les signaux d'interruption qui viennent de l'extérieur, et bien sûr d'autres signaux de contrôle qui peuvent venir de l'extérieur. Une erreur par exemple sur le bus, ça pourrait être comme un signal ici d'entrée des drapeaux d'état. Les codes conditions, c'est les bits Z, V, N et C, qui correspondent bien sûr à l'état de la machine après l'exécution de l'instruction en cours. Donc, ces codes conditions, qui viennent de l'unité arithmétique et logique en général, sont importants pour l'exécution de l'instruction en cours. Et bien sûr, ici dans notre microprogramme, on pourrait en tenir compte aussi d'un certain nombre d'autres variables qui pourraient être envoyées comme entrée ici pour générer la nouvelle adresse
qui pourrait nous aider à faciliter l'aiguillage de l'exécution de l'instruction. Donc le séquenceur microprogrammé pourrait être schématisé de la façon suivante. Donc on a en haut la partie contrôle et en bas on a l'unité traitement. Donc on avait déjà vu l'unité de traitement. Elle est composée de l'unité arithmétique et logique et des différents registres. Et l'unité de contrôle correspond, dans notre cas, si on essaie de l'éclater pour le séquenceur microprogrammé, donc on a déjà la micromémoire qui va contenir l'ensemble des micro-instructions et on a le mécanisme qui va permettre le séquencement de ces micro-instructions qui sont dans la mémoire, dans la micromémoire. Donc le séquenceur va séquencer, ou plutôt va réguler le rythme d'exécution des micro-instructions qui sont dans la micromémoire, et chaque fois qu'il sélectionne une micro-instruction, le mot de contrôle qui est dans cette micro-instruction sera généré sur le bus interne, sur le chemin de données, pour activer l'ensemble des unités fonctionnelles de l'unité de traitement qui vont participer à l'exécution de l'étape, ou plutôt selon où on est au niveau de l'exécution de l'instruction, au niveau des tapes d'horloge associées à cette instruction. Et bien sûr, le séquenceur ici, il fonctionne avec une horloge, bien sûr, les signaux de contrôle et les entrées, et un certain nombre de signaux supplémentaires en provenance de la micro-instruction à générer, donc en fonction des signaux qu'il y a dedans, et en fonction de ce que fournit comme état l'unité de traitement. Ici, c'est les signaux de statut générés par l'unité de traitement. Donc, qui nous permettent, bien sûr, de en tenir compte de ces signaux pour pouvoir réguler la génération des micro-instructions qui sont dans la mémoire, la micromémoire. Bien entendu, ici, si on fait l'analogie avec ce qu'on avait fait pour disons, la multiplication, la multiplication, bien sûr, si on considère que notre séquenceur, ou plutôt notre unité arithmétique et logique, ne dispose pas disons de circuit pour la multiplication, et la multiplication sera déduite à base d'addition et de décalage, dans ce cas, il va y avoir, bien sûr, un ensemble de signaux d'état ici, qui vont nous renseigner sur l'état d'un certain nombre de bits, le LSB par exemple, est-ce qu'il est à 0 ou à 1? Parce que s'il est à 0, on fait uniquement un décalage. S'il est à 1, on fait un décalage et une addition et un décalage. Et dans ce cas, ce bit-là est très important. Le bit LSB est important pour faire le traitement, pour savoir quelle micro-instruction on va générer aussitôt après. Donc le mot de la micromémoire sera composé d'un certain nombre de champs. Si on considère que l'instruction en cours nous fournit l'adresse de l'instruction suivante, on serait obligé, bien sûr, d'avoir ici un certain nombre de bits pour le mot de contrôle qui sera généré sur le bus interne ou le chemin de données. On aura un champ pour l'adresse suivante ou l'adresse de branchement. Donc, disons l'adresse de l'instruction qui sera exécutée après celle qui est en cours d'exécution sera fournie dans la micro-instruction en cours d'exécution. Donc ici, c'est l'adresse de branchement ou l'adresse de la micro-instruction qui suit. Si ce n'est pas la micro-instruction qui suit qui sera exécutée, ben, ça sera l'adresse de branchement sera ici. Donc on aura l'adresse de la micro-instruction à exécuter ici en fonction des conditions de branchement, bien sûr. Donc ces conditions de branchement nous donnent ou nous disent vers où on va aiguiller cette adresse.
Donc si on rentre encore un peu plus dans les détails de comment est composé ce séquenceur, donc on a ici la mémoire, la micromémoire, dans laquelle une partie est composée par les micro-ordres ou les signaux de contrôle qui vont être envoyés via le bus interne ou via le bus disons le bus interne vers l'unité de traitement, le chemin de données plutôt, et ici on a les variables à tester, donc, qui sont dans le microprogramme lui-même, et les adresses de saut. Donc on a deux champs séparés ici, un pour les adresses de saut et un pour les variables à tester. Donc les variables à tester ici viennent, et bien sûr les variables qui sont fournies par l'unité de traitement arrivent ici, ils sont comparés, et ce circuit logique, disons, qui permet, en fonction des variables à tester, en fonction de l'état de l'unité ici de traitement, ils ont des bits qui sont dans l'unité de traitement, et en fonction bien sûr du signal d'entrée de l'extérieur, il permet d'envoyer une adresse, ou alors l'adresse qui est ici, l'adresse de saut, ou l'incrémentation ici de 1 pour passer à la micro-instruction suivante. Dans le cas où il y a une condition qui nécessite le branchement ou le saut vers une autre partie du micro-programme, elle sera calculée ici et elle sera fournie à ce niveau-là. Donc en fonction de l'état de celle-ci, on a ici un multiplexeur qui permet d'envoyer ou alors l'adresse ici de branchement, ou alors l'adresse courante incrémentée de 1. Et dans ce cas, ce registre adresse permet d'envoyer l'adresse de la micro-instruction qui sera exécutée après celle qui est en cours de traitement, en cours d'exécution. Bon, ici, pour mieux comprendre l'exemple, j'ai repris le même exemple qu'on avait dans le séquenceur câblé. Donc, on a l'addition, la multiplication, la division et la soustraction qui seront traitées, et on considère que notre machine n'a pas l'instruction de multiplication, elle n'a pas non plus l'instruction de division. Donc, à partir de l'opération d'addition, de soustraction et de décalage, à droite et à gauche, on va composer plutôt la multiplication et la division. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, on aura besoin du LSB, c'est le bit de poids faible qui est dans le registre à décalage, et on a besoin du résultat de comparaison. Donc le LSB sera utilisé surtout pour la multiplication, et le résultat de décalage sera utilisé, le résultat de comparaison sera utilisé pour la division. Parce que pour la multiplication, on teste le bit du multiplicateur, le bit de poids faible. S'il y a 1, on ajoute et on décale. S'il est à 0, ben on ne fait qu'un décalage. Donc le LSB est important. Par contre, pour la division, ben on compare, on fait une comparaison. Si c'est supérieur, on décale à gauche en insérant un 1. Si c'est inférieur, plutôt, oui, on met un 1 et on fait la soustraction. Si il est inférieur, ou plutôt s'il est inférieur, oui, puisque c'est fait par comparaison, on ne fait qu'un décalage. On ne soustrait pas. On fait un décalage, on récupère le bit qui suit. Donc, bien sûr, le circuit SLC2 qui nous permet, bien sûr, de faire le test de l'ensemble des bits qui sont dans le LSB et le résultat de comparaison qui sont fournis par l'unité de traitement par rapport à ce qui est fourni dans le microprogramme est réalisé par ce circuit. Et le résultat ici, donc c'est un circuit à base de portes E et OU, des portes OU,
Et le résultat ici, bien sûr, ces équations ont été établies à partir de, disons, de ce qu'on avait vu dans la leçon précédente pour la multiplication et la division surtout, qui ont besoin du LSB et du résultat de comparaison. Et la sortie de ce circuit permet d'aiguiller la sortie, bien sûr, du registre qui va nous fournir l'adresse en fonction si on a un bit à 1 ou un 0 au niveau du LSB et en fonction si le résultat est supérieur de comparaison du poids fort de la donnée qu'on veut diviser est inférieur ou supérieur pour savoir est-ce qu'on fait la soustraction et le décalage ou alors on fait uniquement un décalage. Donc la sortie de ce circuit, bien sûr, est envoyée sur le registre qui nous permet de sélectionner ou alors on incrémente la mémoire de 1, c'est-à-dire on passe à la micro-instruction qui est dans la microprogramme suivante, ou alors on branche vers l'adresse qui est dans la micro-instruction, qui est dans le microprogramme qui est dans la micro-mémoire. Donc la table de vérité du circuit SLC1, donc si on a les 4 opérations add, sub, mul et div, à partir des composants qu'on avait vus dans le séquenceur câblé, donc ici, bien sûr, on va mettre un certain nombre de bits qui vont nous permettre de sélectionner une opération parmi les 4. Donc si ici on a 4 bits pour le code opération, ça veut dire que notre séquenceur peut traiter ces opérations. Bon, nous, on ne traite que ces 4-là, donc 2 bits sont largement suffisants. Mais bon, si on a ces combinaisons-là, bien sûr, pour chaque combinaison, notre décodeur ici va nous activer une adresse dans la micromémoire. Donc le registre, ça c'est l'adresse de départ de l'opération d'addition dans la micromémoire. Ça, c'est l'adresse de départ de la soustraction dans la micromémoire. Ça, c'est l'adresse de départ de la multiplication. Et ça, c'est l'adresse de départ de la division. Et bien sûr, dans la micromémoire, on aura le code associé à chaque opération qui sera traitée dans l'unité de contrôle. Bien sûr, ici, dans le champ code opération, on a le code des instructions, plutôt la partie code opération dans l'instruction, comme ce qu'on avait vu dans la leçon 17 et 18, comment le déroulement d'exécution d'une instruction. On avait donné des exemples avec le processeur, ou plutôt les instructions du processeur Motorola. Et ce code, c'était les bits de poids fort, les 4 bits de poids fort dans l'instruction qui permettent justement d'identifier la classe d'instruction du processeur. Et bien sûr, ce code d'opération nous renseigne sur la nature de l'opération à faire. Et ici, on pourrait avoir, par exemple, jusqu'à 16 classes d'instruction. Bien sûr, ici, notre machine ne dispose que de 4 instructions. Donc, pour chaque instruction, ici, on a une adresse de départ du programme ou du microprogramme. Et lorsque le séquenceur va lancer l'exécution de l'instruction, les différentes étapes qui sont nécessaires pour l'exécution de cette instruction, il va charger cette adresse ici, par exemple, pour l'addition. Et l'exécution du microprogramme commencera à partir de cette adresse et les micro-instructions seront envoyées sur le chemin de données les unes après les autres jusqu'à l'exécution de microprogrammes associés à l'addition en totalité. Le circuit SLC1, quant à lui, est le circuit nécessaire, bien sûr, pour aiguiller laquelle des adresses, ou plutôt lequel, est-ce qu'on exécute la micro-instruction qui suit celle qui est en cours d'exécution, ou alors on branche vers une autre partie du microprogramme. Donc en fonction de la condition qu'on reçoit du circuit SLC2, qui permet de calculer l'adresse de branchement en fonction de l'état de l'unité de traitement et en fonction des conditions qui sont stipulées dans la micro-instruction, de pouvoir aiguiller
ici le registre qui va envoyer l'adresse vers la micromémoire. Est-ce qu'on exécute la micro-instruction qui suit, ou alors on branche vers la micro-instruction en fonction de la condition qui est calculée par le SLC2. Donc c'est un schéma assez simple qui nous permet d'envoyer les 8 bits ici d'adresse vers la micromémoire. Donc pour pouvoir illustrer, disons, le fonctionnement de cette micromémoire, on procédera à des exemples. On avait vu dans le contrôle câblé comment on avait établi, bien sûr, l'ensemble des circuits en entrée et en sortie de notre FSM. Mais ici, ce qu'on va retenir, c'est uniquement les signaux de sortie de notre FSM, du FSM, du séquenceur câblé, qui seront identiques pour ce cas-là. Parce qu'on considère que notre machine ne dispose, ou plutôt le séquenceur, l'unité arithmétique et logique de notre séquenceur, de l'unité de traitement plutôt, ne dispose que d'une addition, de soustraction, plutôt de décalage à droite, de décalage à gauche, et un comparateur. Donc une unité arithmétique et logique qui permet de faire des additions, des soustractions, décalage à droite, un registre à décalage à droite, un registre à décalage à gauche, un comparateur. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'unité de traitement. Donc exactement comme ce qu'on avait vu dans le cours du séquenceur câblé. Et ici, par exemple, pour l'addition, on aura bien sûr ici l'adresse qui est l'adresse de la micro-instruction. Donc ADR R0 R1, donc le même exemple qu'on avait pris pour le séquenceur câblé. On a ici l'adresse de départ de la micro-instruction ADR R0 R1. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans le tableau qui sera décodé par un décodeur pour que lorsqu'on reçoit à partir de la mémoire centrale, par exemple, le code d'opération de l'instruction add, le code d'opération de l'instruction add, qui est dans le premier mot de l'instruction qui est dans la mémoire centrale, il sera récupéré et il sera envoyé vers le décodeur et le décodeur va nous aiguiller vers cette adresse de 000. Donc ça c'est l'adresse de départ et ici on a les bits LSB et le bit qui va nous fournir le résultat de la comparaison. Bon, ils ne seront pas utilisés ici pour l'addition puisque ça sert que pour la multiplication et la division. Et nous, notre microprogramme, bien sûr, il va falloir le faire pour l'ensemble des instructions. On ne va pas faire un pour chaque, bien sûr, un pour chaque opération, mais les bits, il faut les prévoir. Le champ, il faut le prévoir. Donc ici, on a les 28 signaux de commande. Disons, on a les signaux de commande ici. Ça, c'est les signaux qui seront générés sur le chemin de données. Donc, c'est les 28 bits qui vont permettre d'activer les 28 signaux nécessaires à l'activation de l'ensemble des unités fonctionnelles de l'unité de traitement. Et ici, à droite, on a l'adresse de branchement. Donc, l'adresse de branchement, elle est sur 8 bits. Et ici, on a le signaux de commande. Donc, ça, c'est le mot de contrôle qui sera envoyé sur le chemin de données. Les bits ici de T, LSB et résultats de comparaison ne seront pas utilisés pour l'addition. Et bien sûr, ici, le séquenceur va prendre la première adresse. Il va générer ce signal. Donc, l'ensemble des signaux de contrôle, de commande sur le chemin de données. Après, en fonction des résultats de ces bits, puisque l'addition n'utilise ni LSB, ni il n'y a pas de comparaison, donc automatiquement on passera à 001. Donc 001, c'est cette adresse qui sera générée. Plutôt, l'adresse 001 sera générée, donc le séquenceur va pointer après vers cette instruction, cette micro-instruction. Il va générer ici ces signaux sur le chemin de données
pour activer les unités fonctionnelles de l'unité de traitement. Et l'instruction, plutôt l'adresse suivante, c'est 00000010. C'est celle-là qui sera générée. Donc 0010. Donc elle est à la suite. Après, c'est 0011, et ainsi de suite. Donc on aura, après l'exécution de chaque étape, l'adresse ici de la micro-instruction qui sera exécutée. Et bien sûr, le séquenceur va envoyer les micro-ordres, ou plutôt la micro-instruction, la première micro-instruction qui va placer ce mot de contrôle sur le chemin de données. Donc on voit bien que c'est que des 0 et des 1. Donc il y aura actif ce bit, celui-là et celui-là. Dans la deuxième, on aura ça, ça et ça. Donc, si ma mémoire est bonne ici, ce mot de contrôle correspond à l'envoi de l'adresse qui est dans le compteur de programme sur le chemin de données pour le mettre dans RA. Ici, on l'envoie vers la mémoire centrale. Et ici, on récupère l'instruction dans le registre instruction. À partir de là, commence le décodage. Donc, chaque mot de contrôle correspond à une étape d'exécution de l'opération d'addition. Donc, décodage et récupération du registre R0, récupération du registre R1, addition, rangement résultat et fin. Donc, les 8 étapes nécessaires à l'exécution de l'addition. Pour la soustraction, donc le principe est identique. Donc on a l'instruction de soustraction, elle est à l'adresse 0001000 dans la micro-mémoire. Donc la micro-mémoire aussi est un ensemble de cases mémoire adjacentes. Et la taille de la micro-mémoire dépend bien sûr du nombre d'instructions et du nombre de micro-ordres qu'il y a, ou plutôt de micro-instructions qu'il y a dans chaque programme. Dans chaque micro-programme qui est associé à une instruction. Donc là aussi, on constate qu'on n'utilise pas les bits LSB, test LSB et test résultat comparaison. Donc on a notre mot de contrôle ici qui est envoyé sur le chemin de données et on a à chaque fois l'adresse de branchement. Donc lorsque le séquenceur envoie la micro-instruction qu'il y a dans la micro-mémoire sur le bus, on a ici l'adresse de l'instruction vers laquelle on va brancher aussitôt après. Et on la retrouve ici, donc 1000, 1001, 1010, ainsi de suite. Donc chaque fois que le séquenceur envoie via la micro-mémoire la micro-instruction nécessaire pour l'exécution d'une étape, il passe à la suivante, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, jusqu'à ce qu'il arrive à la 8e, qui est la fin d'exécution de cette ce micro-programme qui est associé à l'opération de la soustraction. Et bien sûr aussi pour la multiplication, on procède de la même façon. On aura bien sûr notre adresse de départ de la multiplication. Donc si on veut multiplier le registre R0 par R1, ici on a l'adresse de départ de la multiplication du programme associé à la multiplication. Ici on a les bits LSB et rescomp. Donc pour la multiplication, on n'utilise que le test sur LSB. Le résultat de comparaison n'est pas utilisé, c'est dans la division. On a ici notre mot de contrôle qui contient toujours les 28 bits et l'adresse de branchement ici dans le cas où il y a un test ici, plutôt un bit qui va générer une condition qui nécessite un branchement. Donc ici, en fonction de ce qu'on a ici dans 0, dans le bit LSB, ben ça peut aiguiller l'exécution vers une partie, une micro-instruction, comme ça peut l'aiguiller vers une autre micro-instruction. Et bien sûr, on aura ici le nombre d'instructions, ou plutôt le nombre de micro-instructions nécessaires pour l'exécution
de cette instruction. Pour la division, le principe sera le même. On aura ici l'instruction, ou plutôt le microprogramme de la division, avec une nouvelle adresse de départ, et ici l'instruction de division, avec bien sûr de nouveaux signaux de commande, d'autres adresses, et bien sûr, pour la division, on aura plutôt le signal ici de résultat de comparaison qui va nous permettre d'aiguiller l'exécution des micro-instructions. Donc on voit bien ici qu'il s'agit bien de signaux qui peuvent être implémentés dans une mémoire. Donc on peut prendre l'ensemble des instructions et les loger dans une mémoire. On réserve une partie de la micromémoire pour chaque instruction qui sera composée par, ici l'adresse, les bits les bits qui nous permettront d'aiguiller l'exécution de notre programme, les signaux de compte-rendu ou de commandes qui seront envoyés sur le chemin de données, et ici l'adresse qui va nous aider à aiguiller l'exécution de notre microprogramme. Donc seule cette partie est envoyée sur le bus interne, sur le chemin de données. Bon, le reste, c'est uniquement pour justement renvoyer l'adresse de départ pour savoir sur quelle opération on va travailler, et ici pour orchestrer l'exécution des micro-instructions. Donc, on a vu comment on pourrait, au lieu de séquenceurs câblés, avoir les mêmes fonctions sur un séquenceur microprogrammé. Ceci dit, un séquenceur microprogrammé a bien sûr des avantages, comme il a des inconvénients. C'est ce qu'on va voir sur les remarques sur les microprogrammes. Donc les microprogrammes, bien sûr, définissent le jeu d'instructions d'un ordinateur. Donc on a bien vu que pour chaque instruction, on a un ensemble de lignes qui sont associées, de micro-instructions qui sont associées à l'exécution de cette instruction. Donc la taille du mot de contrôle est très importante pour ce microprogramme, et en même temps le nombre de micro-instructions est important. On range ces microprogrammes dans la micromémoire, et c'est eux qui définissent le jeu d'instructions d'un processeur. Si le processeur a 30 instructions, ben, on aura besoin de 30 microprogrammes. S'il a 1000 instructions, ben, il nous faut 1000 microprogrammes. Cependant, bien sûr, il est possible de modifier le jeu d'instructions en changeant le microprogramme, ce qui fournit une grande souplesse aux concepteurs d'ordinateurs. C'est le seul avantage, ou plutôt c'est l'avantage déterminant de cette façon de faire, puisque c'est un code. Si par exemple, on a vu que le nombre de registres est inséré dans le mot de contrôle. On a dit que si on a par exemple 8 registres, on a besoin de 3 bits, R0, R1, R2, pour spécifier quel est le registre qu'on va sélectionner. Si par exemple on passe d'une machine à une autre, le concepteur de cette machine passe à une nouvelle machine dans laquelle il va mettre 16 registres, ben, il suffit de rajouter un bit. Donc on change la taille du mot de contrôle et on conserve, on peut réutiliser le code qu'on a créé pour l'ancienne machine. Donc on peut le garder, on le modifie, on le loge dans une mémoire morte aussi, et on peut travailler. Alors que si on était dans le cas d'une machine avec un séquenceur câblé, le cas est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut carrément reprendre les circuits d'entrée de notre FSM et les circuits de sortie qui permettent de générer les signaux de contrôle, ou les micro-ordres. Donc le microprogramme est en général installé sur une mémoire morte, une ROM, et parce qu'on a dit qu'une mémoire morte est beaucoup plus rapide, puisqu'il n'y a pas de temps de mise à jour dans la mémoire morte, donc il n'y a que le temps de lecture. Et on utilise bien sûr pour ce microprogramme une mémoire qui a un temps de réponse très rapide pour ne pas conditionner le temps de réponse du processeur. La vitesse bien sûr de cette mémoire joue un rôle déterminant dans la configuration globale et la vitesse de notre processeur, ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel type de mémoire pour loger des microprogrammes associés aux instructions du processeur. Bon, on verra bien sûr dans les prochains cours comment bien sûr
les fabricants ont pu améliorer la gestion de ces instructions parce qu'un microprogramme, c'est bien, ça facilite, ça nous donne une souplesse pour migrer d'une version à une autre de la machine, pour rajouter des choses, mais bien sûr, un programme, c'est toujours plus long que de l'électronique. Un séquenceur câblé, c'est très rapide, mais un séquenceur microprogrammé, c'est souple, c'est facile à gérer, mais c'est beaucoup plus long qu'un séquenceur câblé. Ainsi se termine notre 23e leçon. Pour toute information ou complément d'information ou exercice, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MedNetU. Et merci de votre attention.